Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Vous le voyez aujourd'hui, on a encore un programme pour vous. Le voici. Les écrans d'abord, ça s'apprend. Vous le savez, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Comment adopter une consommation du numérique plus raisonnée, plus raisonnable? On l'apprend avec le Clémy dans la famille tout écran. Ce sera donc à suivre. Une idée d'Arilatech aujourd'hui avec Jeanne Dreyfus. Jeanne, on continue ce voyage à la Biennale de Venise avec toi, épisode 2. On retourne dans le sein des saints de l'art contemporain, mais découvrir des circuits un tout petit peu moins officiels que la dernière fois. Haha, coulisses, donc avec toi, ce sera à suivre. Notre question du jour, évidemment, elle porte sur les technologies éducatives. Vous le savez, on les décrypte souvent ici, ensemble dans l'école du futur. Oui, mais du côté des startups, des innovatrices et des start-upers qui les mettent au point, cette fois-ci, on s'est dit que ce serait bien aussi de voir comment est-ce que les profs, les enseignants, les enseignantes s'en emparent, les EdTech qui s'invitent en salle de classe. Est-ce qu'il faut forcément être un pro du numérique, tiens, pour être un enseignant ou une enseignante 3.0? Comment est-ce qu'on les incorpore à son parcours pédagogique? On met à l'honneur ces profs qui font un pas de côté. Avec vous, bien sûr, Kevin Faure. Bonjour à vous. Merci de me recevoir. Vous êtes professeur d'éducation musicale au collège Louise Weiss de Cormeilles en Parisis dans le 95, si je ne m'abuse. Exactement, et dans un autre collège également à proximité. Et on va justement revenir avec vous sur la façon notamment dont vous utilisez Studitrax. William Brou en duplex, toujours. Vous êtes professeur d'histoire, géographie, d'éducation morale et civique. Ça se passe au collège Antoine Audambron, c'est à Thiers. Vous êtes aussi l'animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Et vous le savez, encore une fois, évidemment, éduquer aux médias, à l'information, c'est la mission du Clémy, mission qu'elle porte depuis près de 30 ans. Chaque semaine, on fait un tour du côté de la famille tout écran avec le Clémy pour essayer de comprendre avec un petit peu d'humour comment adopter une consommation des écrans plus raisonnée. Image choc, enfant choqué, c'est le 8e épisode qu'on vous propose. Mesdames et messieurs, bonsoir. Attention, c'est le JT, à couvert. Attention, c'est des images de guerre, ça va être moche. Fermez vos yeux. C'est bon, c'est fini. Immédiate des opérations militaires. Gaza. Pas encore. Bon, fermez les yeux. Frontière israélienne. Et la bourse de Paris termine en hausse, plus 0,3%. Miami, place tournante du Tu m'expliques? stupéfiant aux États-Unis. Eh ben, comme ça, au moins, aucun risque qu'ils voient des images choquantes. Les narcotrafiquants. Faut juste que je les guide pour pas qu'ils se cognent. Sans pitié et permanente. Je te ficherais des images choquantes, fallait éteindre la télé. Bah oui, il suffit de changer de chaîne. J'ai perdu la télécommande. Les hommes de la brigade des stupes traquent les narcotrafiquants nuit et jour. La guerre est sans pitié et permanente. Une seule mission pour ces... Entre les actualités, les séries, les films et même parfois les bandes annonces diffusées en pleine journée, il y a des risques. Alors si c'est juste pour nous mettre en fond sonore et qu'on ne sert pas, il suffit de nous éteindre. Ça fait du bien d'être au calme, croyez-moi. Et on va mettre la table. Et oui, déconnecter de temps en temps, ça fait du bien quand même. Kevin Faure, ces images chocs auxquelles vos élèves, vos collégiens sont souvent soumis, vous débriefez un peu ces questions-là en classe avec eux. Est-ce que ça leur permet d'avoir aussi une soupape de décompression, d'en parler avec leurs enseignants, leurs enseignantes? Ah, vous dites souvent soumis? Oui, Tout le temps soumis. Il y a les écrans en permanence. C'est leur normalité. C'est une normalité que nous n'avons pas, nous, dans notre génération et dans les générations précédentes. Les enfants sont constamment soumis à ça parce que c'est leur moyen de divertissement, leur moyen d'échange, et c'est facile d'accès, beaucoup plus facile qu'à n'importe quelle autre génération qui a précédé. Donc forcément, débriefer avec eux, c'est tout le temps. Ils utilisent les réseaux régulièrement, donc faire de l'éducation civique dans la cour de récréation ou sur les réseaux, ça devient finalement... assez proche en fait, on règle les interactions sociales comme ça. Au niveau pédagogique, là je ne vais pas parler en termes de... Je ne suis pas papa ici, je vais être professeur ici. Ouais. Et en tant que professeur, voilà, la pastille qu'on vient de voir à l'instant, elle est très parlante dans le sens où si la télé elle est là pour aucune raison, autant l'éteindre. Je veux dire vraiment, la télé elle doit... Si c'est du point de vue pédagogique, strictement, il faut accompagner. Je veux dire, la télé...
quelle que soit l'émission, il faut la regarder avec, il faut partager, il faut discuter, il faut etc. Mais je ne suis pas un expert, je suis juste un enseignant. Mais là, vous êtes expert en tant qu'enseignant, justement. Je préférais me tourner les gens vers des experts comme Serge Tisseron, par exemple, qui seraient bien plus habilités à expliquer comment montrer un écran à un enfant. Et ça tombe bien parce que Serge Tisseron sera un de nos prochains invités dans l'école du futur. Je sens que Kevin Faure sera avec nous pour cet épisode. Ah oui. Tiens. William Brou, je vous retourne la question, justement. Vous êtes aussi prof d'éducation morale et civique. Ces questions d'écran, on le disait avec Kevin ici en plateau, elles sont constantes pour les enfants, les images auxquelles ils sont soumis aussi. Vous débriefez avec eux parfois quand, dans l'actualité, il y a un moment important dont il va falloir parler ensemble en classe? Malheureusement, l'actualité nous a forcés à débriefer. On a dû parler de la guerre en Ukraine et des images un peu violentes qui peuvent passer. Images, et puis moi j'insisterai aussi sur les sons. Enfin, là, dans la petite pastille, le père bande les yeux, mais le message oral passe aussi. La violence peut aussi passer par l'oral et par les messages qui sont passés. Alors là, c'était sur des images de guerre, mais imaginons de la télé-réalité ou ce genre de choses, la violence interpersonnelle qui peut se mettre en place entre les personnages aussi. Ça me fait penser au spot du CSA qui avait été mis en place et qui passait justement à la télévision, justement pour dénoncer les images violentes que certains enfants pouvaient voir et dénoncer le fait qu'en fait, ils ne pouvaient pas en parler, ils n'osaient pas en parler. Donc je pense vraiment qu'on a un rôle en tant que pédagogue à l'école d'aider, de discuter avec les élèves de ces images-là et d'accompagner les parents dans cette démarche-là. Et justement, d'aider les parents à en parler aussi. Absolument. Et on va revenir à ce triptyque parents, enfants, enseignants, enseignantes, puisqu'aujourd'hui, messieurs, vous vous mettez à l'EdTech. Alors pour vous, c'est pas si nouveau parce que ça fait déjà quelques saisons que vous utilisez des solutions de technologie numérique et éducative dans votre parcours pédagogique. Mais on va ouvrir ensemble cette discussion aujourd'hui. Pourquoi avoir fait le choix de faire entrer les EdTech à l'école ? Oui, parce qu'on en parle souvent ici dans l'école du futur, ces solutions et ces applications d'EdTech qui sont disponibles en 2 versions. Il y a la version que vous utilisez à la maison ou directement sur vos appareils connectés. Et puis, il y a des versions à destination des salles de classe, des enseignants, des enseignantes qu'on peut intégrer à son parcours pédagogique. Kevin Faure, je le rappelle, vous êtes professeur d'éducation musicale au collège Louise Weiss à Cormeilles en Parisis. William Brou, vous êtes toujours prof d'histoire, de géographie, d'éducation morale et civique au collège Antoine Audambron à Thiers et animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu. Vous avez fait partie de ces profs qui ont fait justement ce choix de faire entrer de l'EdTech en classe. Pourquoi d'abord? C'est le fait de faire vivre, ou de vivre d'ailleurs, une passion de geek parfois, on va le dire, de gamer aussi, la faire perdurer en classe? Bon, déjà, le mot geek, il est très utilisé. Ouais. Est-ce que je suis un geek ou pas? Est-ce que vous êtes un geek ou pas? Moi, je peux être. Moi, j'ai un téléphone. Est-ce que ça fait de moi un geek? Je ne sais pas. Par contre, quand j'ai une application qui me permet, moi, de pouvoir écouter des chansons de mathématiques chantées par Joe Star ou Soprano, je vais m'en servir en classe. Ça paraît naturel, non? Mais il n'y a pas besoin d'être forcément passionné ou geek ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'outil est là, il est bien. Pourquoi je ne m'en servirais pas? Mon programme ne me l'interdit pas. Dans mon programme d'éducation musicale, j'ai des grands titres. Je peux écouter, commenter, interpréter, explorer, découvrir, débattre. Des termes qui sont généraux, vous en conviendrez. Dans mon programme, il n'y a pas écrit on doit faire au clair de lune, le clair de lune flûte à bec. Il n'y a rien qui... Du coup, que je m'en serve avec des livres, avec des manuels, avec des documents sonores, audiovisuels ou avec une application, finalement, rien ne m'empêche. Et en réalité, l'application, elle me rapproche un peu plus de mes élèves. Parce que mes élèves, eux, ils s'en servent tout le temps pour leur divertissement. Et que je vienne l'utiliser moi et me rapprocher d'eux, ça rend l'école un peu plus moderne. Ça va dans la logique des choses, si je vous entends bien. C'est aussi une continuité de votre liberté pédagogique, William? Oui, notre liberté pédagogique est quand même un peu cadrée par les conseils d'administration, ce genre de choses. On doit quand même faire valider un peu les outils qu'on utilise. Mais pour revenir sur le fait qu'on a fait rentrer l'EdTech à l'école, dans mon cas, les jeux vidéo, ils étaient déjà à l'école. Je veux dire, tous les ans, en début d'année, je demande pas le prénom des parents à mes élèves, je demande s'ils jouent à des jeux vidéo, et ils jouent tous à des jeux vidéo. Donc je fais pas vraiment rentrer les jeux à l'école. En fait, ils y sont déjà. C'est le loisir le plus pratiqué par les jeunes, même les moins jeunes. Je rappelle, la moyenne d'âge, c'est 38 ans pour les hommes et 40 ans pour les femmes, je crois.
on est dans ces eaux-là. Plus le fait que les jeunes vont sur Twitch, sur YouTube pour voir des gens jouer, etc. Enfin bref, donc le jeu il est là. Donc moi en fait je ne fais que me saisir d'un loisir et d'un outil qui est dans la société et j'essaie de le détourner pour faire passer mon message, mes messages historiques, géographiques ou civiques. Donc la tech, de ce point de vue-là, devient un outil comme un autre pour pouvoir justement mettre en place ce dialogue aussi dont vous parliez il y a un instant, Kevin, avec vos élèves, avec vos apprenants, se mettre aussi dans leur logique pour essayer d'avoir une pédagogie qui colle le plus à leur pratique. Et ils nous ont même pas attendus pour le faire. Hein. Je veux dire, il y a dans toutes mes classes, avant même que je leur ai posé la question, ils ont tous leur petit groupe. Moi, quand j'étais au collège, je sais pas vous, moi, quand j'étais au collège, si j'avais besoin de rattraper un cours, j'allais avec mon... Ouais, je demandais même à mes parents de m'amener potentiellement à une heure tardive, j'allais me faire gronder pour aller me faire rattraper mon cours. Là, ça peut être snappé. C'est du vocabulaire que je peux utiliser en classe. Est-ce que, tiens, tu as l'élève qui est absent aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut lui snapper le cours ? Ça, c'est du vocabulaire que je ne m'attendais pas à utiliser il y a 10 ans, je ne vais pas vous cacher. Et qui est devenu, évidemment, une langue vernaculaire aujourd'hui pour pouvoir même converser avec vos collégiens et vos collégiennes. Ça veut dire que, on a le meilleur des deux mondes, si j'ose dire, la partie tech, la partie sociale aussi, qu'on peut mettre en place avec ses élèves. On comprend... Les collégiens, les collégiennes sont convaincus, ils adoptent tout de suite l'idée. Est-ce que par contre, c'est parfois un petit peu plus difficile à faire passer auprès des chefs d'établissement ? William, est-ce qu'il a fallu faire beaucoup de pédagogie pour le coup pour convaincre vos directeurs d'établissement de faire entrer le jeu en classe ? Juste avant, revenir sur le fait que ce sont des outils qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent. Alors ils les connaissent, ils ne les maîtrisent pas. Et je trouve que c'est une de nos missions aussi, c'est de leur expliquer un peu comment ces outils qu'on a vu naître. On fait partie de cette génération qui avons vraiment vu les outils se développer. Nos élèves, ils sont nés après Facebook, ils sont nés même après YouTube, pour les plus jeunes d'entre eux. Nous, on a connu la création de ces outils-là, on les a vus se développer, on les a vus aussi se transformer en fonction des discussions sociales et des différents problèmes qu'ils ont pu engendrer, etc., pour en arriver où ils en sont aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, il y a un devoir aussi d'accompagnement sur comment fonctionnent ces outils, les métiers autour de ces outils-là, d'autant plus pour les jeux vidéo. Ils pensent savoir jouer alors qu'en fait pas du tout, ils pensent savoir ce qu'est un jeu vidéo alors qu'en fait ils ont aucune conscience des métiers derrière, des biais des concepteurs ou ce genre de choses. Bref, on pourrait en parler pendant des heures. Mais pour revenir à la question sur les chefs d'établissement, parce que c'était la question initiale, ouais. C'est pas dur en fait de les convaincre à partir du moment où nos démarches sont justifiées par le BO, le socle, nos programmes scolaires, le CRCN, et que les activités qu'on met en place, les séances qu'on met en place sont justifiées d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire que moi je veux travailler telle connaissance, telle notion, telle compétence, et je veux utiliser tel outil parce qu'il me semble que ça permet de le faire d'une bonne manière, et pas forcément de la meilleure manière, mais d'une bonne manière. Le chef d'établissement ne pourra pas mettre de bâton dans les roues, à moins qu'il ait des biais idéologiques, politiques, et voilà, après c'est une autre question. Et ça peut arriver justement ça, Kevin ? Ouais, je voulais rebondir là-dessus. Tout ce qui est en rapport avec le pédagogique, si on peut le soutenir pédagogiquement de manière générale, sauf si on a un chef d'établissement très réfractaire ou très déconnecté, parce que ça peut malheureusement arriver, de manière générale, moi j'ai eu la chance, je ne sais pas pour mon confrère, mais de manière générale, j'ai quasiment que eu des chefs d'établissement qui étaient très ouverts au projet et qui disaient du moment que c'est soutenu pédagogiquement, on peut débloquer les moyens, on peut donner des heures, on peut donner, etc., pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Maintenant, il y a aussi des fois des aspects politiques. Oui. L'année dernière, grâce à l'application Studitrax, on a pu faire venir Joe Star dans mon établissement. Alors c'était l'effervescence. On rappelle que Joe Star, avec Studitrax, supporte notamment une partie pédagogique sur l'affaire Dreyfus. Exactement. Et sur la résistance française, sur d'autres choses. Et puis l'application se nourrit régulièrement de rappeurs célèbres qui viennent chanter sur des sujets variés, écrits par les professeurs, pas écrits par les rappeurs eux-mêmes. Donc tout est bien, mais bien sûr, qui dit Joe Star dit célébrité, dit tout ce que ça peut engendrer en termes de médias, de proximité politique, et ça, malheureusement, ça peut rentrer en conflit parfois. Donc, on a des lignes directrices politiques de départements, de régions qui peuvent parfois concorder, et parfois ne peuvent pas concorder à un certain niveau de connexion ou déconnexion avec les projets. Donc quand c'est avec un chef d'établissement, de manière générale, ça se passe très bien. Quand c'est dans des sphères un peu plus hautes, des fois, ça dépend.
Et je crois que notamment, William, vous êtes détaché par le rectorat de Clermont-Ferrand et votre académie pour étudier, essayer de faire progresser la question de l'utilisation du jeu vidéo, de l'immersion, des technologies immersives en classe et en cours. Ça veut dire quoi? Que ça dépend du bon vouloir de chaque académie, le fait de, je veux dire bêta-tester, mais de faire du test and learn justement sur l'utilisation de ces solutions dans les parcours pédagogiques? Après, chaque académie a une politique académique qui découle de la politique nationale. Mais oui, ça va dépendre des académies, des projets qu'ils veulent bien monter, soutenir, etc. Donc moi, j'ai la chance à Clermont-Ferrand d'avoir été soutenu sur la question de l'usage des jeux vidéo en classe, de l'analyse critique de jeux vidéo et même de manière plus générale de la ludicisation, qui n'est pas une question nouvelle. C'est pas à Clermont que c'est né cette question-là. Il y avait déjà beaucoup d'enseignants qui avaient tenter des choses, notamment en Normandie, autour de Denis Sestier. Donc, c'est pas totalement nouveau. Après, ça va dépendre de choix clairement politiques. Et la question des EdTech, de toute façon, est politique, entre le libre et le propriétaire, entre les solutions même de NT, qui sont des choix faits en partenariat entre les collectivités territoriales et le ministère et les académies aussi. Donc, il y a des questions aussi qui nous dépassent et moi j'essaie de faire simplement le boulot qu'on m'a demandé de faire quand je suis devenu prof, c'est-à-dire vulgariser l'histoire et faire en sorte que les gamins, quand ils sortent du collège à l'âge de 16 ans, donc l'âge minimum, ce soit des citoyens prêts à vivre dans le monde dans lequel ils vont vivre, qui est un monde du numérique et un monde technologique, jusqu'à preuve du contraire. Donc j'essaie d'apporter ma petite pierre à l'édifice et le rectorat me suit dans cette voie-là. Donc j'ai de la chance sur ça. Et c'est justement une des questions assez logiques que j'allais vous poser, messieurs. Comment est-ce qu'on choisit l'EdTech avec laquelle on a envie de travailler? On le voit avec William, Kevin, c'est pas forcément toujours une question d'appétence pour une solution par rapport à une autre. C'est parfois le fait qu'elle soit interopérable, qu'elle puisse être utilisée par l'ensemble de ses élèves, l'ensemble aussi, j'imagine, des autres enseignants et enseignantes quand on utilise cette solution pour faire partie prenante d'un projet pédagogique avec l'ensemble du corps enseignant. On a forcément le libre choix de l'EdTech avec laquelle on a envie de travailler. Donc moi, je suis arrivé dans l'éducation nationale il y a environ 10 ans. Ça faisait déjà un moment, c'était foisonnant, il y a déjà une effervescence. Quand je suis arrivé, il y avait déjà beaucoup d'outils. Il y avait une palette de choix qui était très large. Même trop large. Quand je suis arrivé la première fois, il a fallu des années pour découvrir, aller dans des institutions spécialisées pour découvrir, alors ça fonctionne comme ça, etc. Et m'accaparer ou pas leur support, leurs outils, leur matériel pédagogique. Maintenant, je suis professeur d'éducation musicale. Donc, quand je vois une application qui traite essentiellement l'éducation, enfin qui parle en tout cas de musique, de composition, d'arrangement, de chant, d'interprétation, évidemment je me sens beaucoup plus en contrôle de ce qui se passe, naturellement. De la même manière que je suppose que mon confrère d'histoire-géographie aura plus de facilité avec un jeu dans lequel il maîtrise déjà les mécaniques, le gameplay, le lore, etc. Donc moi j'ai une application où je connais déjà les artistes, je sais comment ils chantent, je sais me repérer, donc je peux m'accaparer le matériel pédagogique et le réutiliser et du coup le faire explorer avec les élèves. Parce que avoir une application ou un outil, c'est pas tout. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a donné une bêche à un jardinier qui sait jardiner. Absolument. Donc moi, on me donne une application, elle a l'air très très bien, mais derrière, j'ai des enfants en face de moi. Et il suffit pas juste de leur dire « tenez, prenez l'application, elle est bien ». Il faut s'en servir, il faut la réapproprier, il faut l'utiliser, il faut garder aussi en tête qu'on est un professeur et qu'on a de l'évaluation, de la gestion de classe, etc. Donc ça demande un gros travail de préparation. Le fait qu'on soit, de mon côté en éducation musicale, déjà sensible aux différents médias, le fait que je puisse en prendre le contrôle, c'est tellement plus simple derrière de sentir à l'aise et de donner ensuite cette aisance aux enfants pour qu'ils se l'accaparent eux-mêmes, puis c'est ce qu'on veut. Moi, je ne veux pas être le seul à maîtriser mon application, je veux que les enfants ils la maîtrisent pour qu'en plus eux-mêmes se l'accaparent. Parce que c'est là qu'ils sont les plus géniaux, les enfants. C'est quand ils ont compris comment ça marche. Quand ils ont compris comment ça marche, qu'ils aiment bien, c'est les plus grands créateurs et les plus grands inventeurs du monde. Donc une fois qu'on a, nous, enseignants, la respiration, la souplesse pour se dire je sais comment ça fonctionne, je sais comment je peux m'en servir, je sais comment, si ça déborde, je sais comment rattraper le coup, derrière après les enfants ils prennent en main et là c'est le bonheur.
On va revenir dans un instant, on va mettre les mains dans le cambouis avec vous. Des tracks côté suivi Trax et Kevin Faure et des gameplays, de la co-construction du jeu avec William Brou et ses collégiens, collégiennes à Thiers notamment. On va d'abord faire une petite rupture. On va faire un tour du côté de la planète Tech et on se reparle juste après. Et c'est le zap de Cheryl Jessica Issengay, bien sûr. There have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? What's the point? What inspires you? What do you love about the future? And if we're not out there, if the future does not include being out there among the stars and being a multi-planet species, I find that it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have. Et on est de retour bien sûr sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Kevin Faure et de William Brou, nos enseignants qui ont décidé de faire un pas de côté et d'utiliser l'EdTech en classe. On va mettre les mains dans le cambouis avec vous, monsieur, dans un instant. Mais d'abord, place aux idées et à la tech magique de Jeanne Dreyfus. Et on continue ce voyage extraordinaire à la Biennale de Venise grâce à toi, Jeanne. Aujourd'hui, tu vas continuer à nous parler de ces artistes contemporains qui font le bonheur, évidemment, des participants de la Biennale. Alors, tout à fait. Hier, on parlait de la Biennale de Venise, du circuit officiel. Aujourd'hui, on va aller un petit peu hors des circuits principaux. Il faut savoir que la Biennale de Venise, donc, c'est les expositions officielles qui sont gérées, chapeautées par la Fondation de la Biennale de Venise. Il y a aussi beaucoup d'initiatives privées qui sont gérées par des grandes marques, hein, Pinot, LVMH, la Fondation Prada. Et il y a aussi, donc, au-delà de ce circuit officiel, tout un tas d'initiatives indépendantes qui sont organisées par des commissaires d'exposition indépendantes ou des jeunes galeries ou des jeunes artistes qui parfois essayent de tirer leur épingle du jeu et qui nous parlent du présent, mais aussi en essayant de prévoir un peu le futur. Mais comment est-ce qu'ils s'emparent justement de ce futur? Qu'est-ce qu'ils prévoient pour l'art de demain?
Alors, je vais parler d'une exposition de Nicolas Bourriaud, qui est hors les murs donc, du circuit officiel. Nicolas Bourriaud, c'est une grande figure de l'art contemporain récent, qui a été directeur du Palais de Tokyo, qui a créé récemment une association de curators, donc d'organisateurs d'expositions, de chefs d'orchestre d'expositions. Ce ne sont pas vraiment des artistes, mais ils mettent ensemble une série d'artistes. Il a créé une exposition très intéressante qui s'appelle Planet B, le changement climatique et le nouveau sublime. Ce qu'on appelle, nous, le changement climatique, les penseurs, les philosophes et les artistes préfèrent parfois parler de anthropocène. Qu'est-ce que c'est que l'anthropocène ? L'anthropocène, c'est un changement d'époque géologique qui a commencé lorsque l'influence de l'être humain et de ses activités est devenue significative à l'échelle donc de tous les écosystèmes et donc de l'histoire de la Terre elle-même. Cette question justement de nature, de changement de paradigme entre la nature et ce qui est créé, elle est au cœur du travail des artistes qui y sont exposés, notamment celui de Agnieszka Kuren, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Angela, une artiste d'origine polonaise qui travaille beaucoup avec le MIT, avec la science, la nature, et qui a notamment fait des sculptures de termitières. En fait, ce qu'elle a fait, on peut le voir à l'écran, elle a fait couler une résine dans les ramifications de plusieurs termitières qui sont dans le même écosystème, mais qui montrent tout un tas de ramifications différentes, presque d'esthétiques différentes, qui montrent que selon les colonies de termites, on va avoir comme une culture propre à chacune de ces sous-famille de termites. Et donc, ça nous montre un petit peu cette espèce de vie avant l'Anthropocène, de construction quasiment industrielle, mais écologique. Ouais, des termites qui sont un peu les artistes écolos, des architectes écolos même. Qu'en est-il alors des œuvres qui s'emparent des conséquences nocives de l'Anthropocène ? Alors, il y en a évidemment tout un tas, mais néanmoins, cette exposition qui parle de changement climatique et de sublime fait écho à ce romantisme qui continue à animer les artistes, même si c'est un romantisme un peu sali, un romantisme qui essaye de résister, où on traite de sublime, on peut traiter de religieux, notamment avec un artiste qui s'appelle Philippe Zack, un artiste d'origine allemande, qui a créé un bénitier qui reprend la forme du modèle des bénitiers d'église, ces espèces de bivalves, de véritables coquillages qui sont des formations de calcite qui ont été créées sous l'eau et qui sont reprises dans les églises. Lui, il va créer ce bénitier à partir des déchets qui ont été trouvés dans les océans. Mais donc, en fait, il va reprendre cette idée d'univers marin, cette idée de sublime, avec une idée de recyclage, qui est comme une alchimie contemporaine, c'est-à-dire que l'idée de reprendre, d'élever des matériaux banals à l'état de matériaux précieux, ça va participer de ce réenchantement d'un monde un petit peu abîmé. Donc tu nous dis qu'il y a des bénitiers recyclés, ça veut dire quoi ? Que quelque part il y a une économie circulaire même dans les pratiques artistiques ? Oui, en fait, l'Anthropocène, il faut penser que c'est vraiment cette pensée circulaire dans le sens où, par exemple, l'effet de serre, le gaz à effet de serre, l'effet de serre, c'est presque une image spéculaire du monde. C'est comme s'il y avait un miroir environnemental qui nous enfermait dans le cycle de nos propres productions. Et cette espèce d'aspect circulaire, Nicolas Bourriaud, le commissaire d'exposition, le montre à travers ce qu'il appelle l'esthétique de l'aquarium, qui se voit particulièrement dans le travail d'une artiste qui s'appelle Bianca Bondi, qui, en dehors d'environnements totalement oniriques qu'elle crée, ces espèces de bulles de rêve, va aussi nous montrer des petits univers sous cloche où des objets vont se cristalliser, vont s'oxyder. C'est comme si c'était des vitrines de musée, mais avec des objets qui sont laissés à l'abandon, comme dans un univers sous-marin, en fait, où les bateaux échoués viennent se faire recouvrir d'une espèce de vase, comme ça, de retour à la nature. Elle crée cette technique grâce à des sels, à des produits chimiques, des sulfates de cuivre, du permanganate de potassium, pour créer donc une nouvelle esthétique de la ruine, en fait. Oui, mais les ruines, c'est très esthétique. La preuve, ça veut dire quoi ? Que ces artistes, ils interrogent quelque part l'omniprésence de l'homme et se dire que plus l'homme est omniprésent dans sa super production, dans la surcroissance de sa production, plus il risque de disparaître, plus il est absent.
C'est exactement ça. C'est vraiment cette rencontre paradoxale que les artistes mettent en forme. Mais il y a vraiment quelque chose... il y a plusieurs transitions qui se sont passées. Et les artistes, à chaque fois, n'ont de cesse d'en parler, de le mettre en forme. On a parlé de la mort de Dieu, on a parlé de la fin de l'histoire, on a parlé de la fin de l'art. Là, on est en train de parler de la fin du monde. Les artistes à la Biennale de Venise parlent de la fin du monde un petit peu. Et je voudrais quand même fermer cette parenthèse vénitienne en me déplaçant, en faisant un pas de côté pour revenir au pavillon italien, donc, qui est un peu le symbole de cette Biennale italienne, avec une œuvre, un pavillon d'un artiste qui s'appelle Gian Maria Dossati, qui est un artiste d'une quarantaine d'années, qui a créé une exposition qui s'appelle L'histoire de la nuit et le destin des comètes, qui nous montre en fait le monde où les outils de production qui ont fait la richesse même de l'Italie, du pays, sont totalement amenés à devenir des ruines. Ils sont abandonnés. Les seules personnes qui sont présentes, ce sont des visiteurs qui sont comme des survivants d'un monde qui est devenu un musée. Image un petit peu de cette Venise qui elle-même est devenue un musée, menacée par des problématiques de surtourisme qui mettent la ville en fait en péril, véritablement. Absolument, et c'est très prégnant quand on est à Venise. En effet, merci pour nous avoir fait encore une fois voyager. Tu as même un merci de Kevin Faure, et ça, c'est un beau merci. C'est vrai que Kevin, je vous voyais boire les paroles de Jeanne, être embarqué dans ce voyage et dans cette nouvelle conception artistique aussi. L'art, c'est un médium comme un autre en matière de pédagogie. Ah, bien sûr, de vous parler à un professeur d'art. Non, je vais juste rebondir sur une formulation, romantisme sali, que je trouve très, très, très fine. Parce que l'expression romantique du 19e siècle, donc face à l'intime, face à soi-même, face au destin, face à l'amour, là, on est sur des artistes, tous les politiques, les scientifiques parlent de l'anthropocène, enfin de ce qui se passe autour de nous en ce moment de manière globale, de manière systémique, de manière politique, mais l'artiste, lui, le fait de manière intime. Mais cette intimité, elle est parasitée par cette salissure-là. Et romantisme sali, c'est parfait. Merci. C'est beau ce qui se passe sur le plateau de l'école du futur. Non, mais c'est vrai. Et puis surtout, ça nous aide aussi à mieux comprendre comment l'art, encore une fois, médium, solution pédagogique, solution d'éducation, s'empare aussi des questions qui sont prégnantes pour cette génération. On parle de défense de l'environnement, on parle d'interrogation sur la fin du monde. Ce sont des questionnements qui reviennent en cours avec vos étudiants. Enfin, j'allais dire vos étudiants, mais ils sont collégiens, collégiennes à cet âge-là. Mais... Bien sûr. Autant qu'il y a quelque chose qu'on oublie un peu, c'est que nous, à cette table, et beaucoup de gens, je pense, derrière l'écran, pensent que le coronavirus, c'est une période de sa vie. Pour certains enfants, c'est le monde. C'est-à-dire que certains enfants de 6e, le moment où ils ont commencé à prendre conscience du monde à l'échelle un peu plus large, c'est le monde du coronavirus. C'est pas très réjouissant. On est d'accord, ça. Donc, il va falloir leur expliquer ça, leur donner des codes, d'accord ? Et des codes optimistes, des codes réalistes aussi, il faut faire les deux. Mais effectivement, oui, vous avez raison. Ce code, justement, on continue à en parler parce que oui, le code a changé en matière de pédagogie. Ces enseignants, ces enseignantes qui utilisent les EdTech, des solutions technologiques et numériques en classe pour mieux apprendre, pour varier aussi le parcours pédagogique. On continue à en parler tout de suite, évidemment. Merci. Kevin Faure qui a kiffé, il nous le dit, évidemment. La chronique. Bon, mais vous l'avez dit, ça s'est entendu tout simplement. Ça s'est entendu. Mais bien sûr. Kevin Faure qui kiffe donc la chronique de Jeanne Dreyfus. Et il a bien raison, parce que nous aussi, on kiffe toutes les semaines grâce à toi, Jeanne. William Brooke est toujours avec nous aussi, en duplex, évidemment, avec ses masques fantastiques de Disney et de Marvel et de Star Wars, surtout, juste derrière lui. On continue à parler... complètement. On continue à parler avec vous, messieurs, de la façon dont, justement, vous utilisez ce côté geek et, j'allais dire, justement, intéressant de la force, avec un grand F, pour pouvoir mieux aider vos collégiens, vos collégiennes à étudier, à comprendre le monde qui les entoure. On se posait la question, juste avant de s'arrêter l'espace de la chronique de Jeanne, la question de la façon dont il fallait convaincre les chefs d'établissement pour pouvoir utiliser ces EdTech en cours. J'ai une autre question. Comment est-ce qu'on les finance concrètement ? Kevin, je vois un sourire. Je commence. Oui. Alors, déjà, enseignant, c'est déjà du temps, déjà. Parce que, je ne sais pas pour William, je crois, je me permets m'adresser directement à mon confrère. Si, vous pouvez complètement. Tu as 9, combien de classes, du coup ? Du coup, j'en ai 3. D'accord, tu as 3 classes. Moi, j'ai 18 classes. Alors, je les vois moins que mon compère d'histoire-géographie, parce que moi, je les vois qu'une seule fois. Mais ça,
plus je suis professeur principal de 3e, qui prend beaucoup de temps également, plus énormément de choses, déjà, il me faut du temps déjà, juste. Ça a l'air de rien comme ça, hein, mais déjà dans ma semaine, il me faut déjà ça, plus le reste de l'activité d'enseignant d'habitude. Déjà, il me faut du temps. Déjà, ce qui fait que je peux être parmi vous ce matin, c'est parce que c'est les vacances. Hein, sinon, je pourrais pas du tout. Donc déjà du temps. Quand ma chef d'établissement, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer un excellent chef d'établissement, me donne des heures et me donne la possibilité de faire ça, me débloque même des heures pour mes collègues, parce que je fais ça avec plusieurs collègues aussi. Ouais. Donc et on va y revenir justement, la façon dont on travaille ensemble sur cette track. Rien que me débloquer du temps, être ouvert à ça, me donner du temps, c'est déjà beaucoup en fait. C'est déjà. Ensuite, les moyens, ça dépend de ce dont j'ai besoin. Parce que si j'ai besoin de matériel, je peux le commander, ça dépend des projets, ça peut être financé. Mais il y a des choses que je ne peux pas financer du tout. Tout à l'heure, je parlais de Joe Star. Est-ce qu'un collège a les moyens de financer l'arrivée d'un artiste 4 heures aussi cher que Joe Star? Non. Joe Star, il est venu parce qu'il avait envie de venir, parce qu'il avait envie de partager un moment avec les enfants, parce qu'il a fait ça par bonté de cœur. Mais à aucun moment, j'ai les moyens de pouvoir financer quoi que ce soit comme ça. Et c'est valable pour d'autres artistes. Cette année, d'autres artistes vont pouvoir venir, MB14 entre autres. Ce sont des artistes qu'un collège n'a pas les moyens de financer. Donc là, à ce moment-là, ça va être des institutions d'à côté. Study Tracks est une entreprise qui, elle, va avoir les moyens, et ça va être cette agglomération de force qui va permettre que le projet ait lieu. Mais oui, vous avez raison, il y a des choses qu'on peut financer et des choses plus compliquées. Donc on le voit, ça demande beaucoup aussi d'investissement personnel, d'envie aussi de pouvoir utiliser ces solutions. William, je crois que pour vous, la problématique, elle est légèrement différente parce que autant Kevin travaille notamment avec cette application StudyTrack, autant pour vous, vous vous adossez sur les gameplays pédagogiques d'Ubisoft sur une partie expurgée d'Assassin's Creed, le studio Atlantide aussi, qui est un autre des départements, si je ne m'abuse, d'Ubisoft, qui vous permet de vous donner les moyens, là, clairement, purement et simplement, de co-créer des jeux en classe avec vos collégiens et vos collégiennes. Oui, alors juste Atlantide est lié un peu à Ubisoft, mais dans le cadre d'un support de start-up. Hein, ils appartiennent pas à Ubisoft, parce que je voudrais pas qu'on pense que je suis un suppôt de cette entreprise française. En fait, il y a beaucoup d'aide extérieure. Je vois, pour utiliser les jeux en classe, au début, c'était mes jeux, avec ma console que je devais amener en classe, console qui a été cofinancée par une association de profs d'histoire-géographie qui s'appelle les Clionautes, que je remercie au passage, parce que, en effet, il est assez compliqué de faire financer une console de jeu par les établissements ou les collectivités territoriales, ne serait-ce que faire acheter un ordinateur un peu puissant avec une carte graphique, hein, tout bêtement, hein, pardon pour le langage geek, pour installer un jeu, il va falloir justifier à l'aide de dossiers, etc., qu'il y a un vrai intérêt pédagogique à faire cela. On a pu le faire dans mon établissement grâce à des appels à projets de la Fondation de France, notamment un projet pour lutter contre le décrochage scolaire, qui nous a permis d'acheter 3 ordinateurs gaming dans l'établissement, et on a pu faire une belle demi-journée sur l'éducation aux médias et à l'information dans l'établissement, avec jeux de société et jeux vidéo. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et après, il va y avoir, comme mon collègue disait pour Joe Star, l'envie aussi pour certains acteurs de nous aider à faire notre boulot. Et il y aura toujours le supposé, le présupposé ou l'accusation que ces gens-là ne le font pas pour de bonnes raisons, et qu'ils le font et qu'ils se servent de nous pour rentrer à l'école et trouver de l'argent et se faire de l'argent sur le dos des enseignants ou le dos des élèves. Et il n'y a jamais de bonne réponse, que voilà, des théories complotistes, on pourra en sortir deux à la minute. Pas de complotisme sur ce plateau. L'essentiel, c'est que je puisse faire le boulot, voilà, comme je disais, hein, que je puisse faire mon travail de vulgarisateur et former mes élèves à des compétences. Et les outils passeront, hein. Les profs resteront, les outils passeront. Hein. Je suis pas prof depuis très longtemps, en fait, on est prof depuis le même temps, une dizaine d'années. Et pour en parler à des collègues, les outils, ils en ont vu passer des tonnes et des tonnes. Hein. Donc nous, on est toujours sur le pont. Donc on a aussi cette capacité, ça c'est très Startup Nation, hein. On est capable d'être mobile et de s'adapter en fonction des outils qui nous sont fournis et des cadres aussi juridiques. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut non plus avec nos élèves, hein, et on doit respecter le RGPD, donc le nouveau règlement de protection des données européen, ce qui nous interdit de certains outils. Hein. Donc il ne faut pas croire non plus qu'on est en roue libre et qu'on fait absolument tout ce qu'on veut. Hein.
Mais ça, c'est intéressant parce que, pour tout vous avouer, on est hyper transparent là aussi dans l'école du futur. On a failli intituler cette émission « Les profs en mode start-up ». Quand vous dites, William, et je vois Kevin déjà qui, sous sa barbe, fait une grimace patentée. Quand vous dites vous-même, William, que parfois, vous courez le risque, de la part de certains confrères ou d'autres milieux, d'avoir un petit peu cette étiquette de « tiens, pourquoi utiliser une EdTech, pourquoi faire entrer une start-up à l'école ?» Est-ce que ces intentions sont sincères justement sur là aussi la fluidité du parcours pédagogique et le but final? Vous vous sentez parfois être pris un peu entre le marteau et l'enclume. Est-ce qu'il y a un côté, on est un peu l'alibi d'une application en tant que telle, on fait sa pub gratuitement? En réalité, on l'a déjà dit, je fais un petit peu ici, avec vous aujourd'hui, la publicité de mon application, faut être honnête, et je ne suis pas payé pour ça. Mais en même temps, comme l'a dit tout à l'heure William, faut bien le faire. Enfin, au bout d'un moment, on travaille avec des outils, on n'a pas peur de les présenter. Maintenant, je vais quand même soutenir tous les professeurs qui ne sont pas Startup Nation, bien sûr. Il y a énormément d'enseignants, ils vont être à la retraite dans 3 ans, ils font des cours mieux que les miens, Ils n'ont pas besoin d'une application de quoi que ce soit. Moi, j'utilise l'application parce que j'en suis proche, ça me correspond, ça me plaît. J'ai l'impression de pouvoir travailler avec les enfants, etc. Mais il y a aussi des enseignants qui vont la demander, cette déconnexion. Il y a des enseignants qui vont vouloir qu'on n'utilise pas une application. Mais pas par rejet de la modernité, pas par rejet de j'en sais rien. C'est parce que l'école, ça reste l'école, et que l'école, c'est un autre monde. Et puis l'école, on a envie qu'il y ait une... Et peut-être que les professeurs, certains professeurs n'ont pas envie que l'école soit sur là où les enfants jouent, parce qu'il y a un endroit pour apprendre, il y a un endroit pour jouer. Moi, je ne suis pas partisan de cette théorie-là, mais je la respecte à 100%. Et ça fait aussi partie de la liberté pédagogique de chacun d'entre vous, enseignants et enseignantes, et c'est ce qui fait votre complémentarité. Je vais juste revenir sur un petit mot qui a été déjà dit 3 ou 4 fois dans cette émission. Vous avez dit le mot « pas de côté ». Comme si nous, William et moi, on faisait une sorte de... Comme si on dérivait et qu'on prenait pas le même chemin que les autres. L'école buissonnière, quelque part. Ouais, c'est ça. Alors que je pense en réalité qu'un professeur, il a une arborescence infinie de choix. Donc je pense pas qu'on fasse un pas de côté. Je pense qu'on a juste pris un choix pour faire travailler nos élèves. Et je pense pas que... Personnellement, je pense pas que ce choix soit moins bon qu'un autre. Et de la même manière qu'un autre enseignant qui n'aura pas pris mes choix, je pense qu'il aura... J'espère en tout cas, inculquer autant de valeurs que moi et évaluer à sa manière, et ce sera très bien pour nos enfants. Mais l'idée justement, c'est d'explorer ces sentiers pédagogiques avec vous, quel que soit le chemin qui est employé, essayer de comprendre comment justement il y a cette complémentarité entre les outils pour pouvoir enseigner ces matières, la façon dont on va aussi pouvoir les concevoir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux, que ce soit du côté de l'éducation musicale, éducation à l'art, ou que ce soit du côté de l'ISTGO et de l'éducation civique, et morale, vous co-construisez finalement avec ces outils numériques une pédagogie à 360 degrés. Je crois que pour vous notamment, Kevin, ça se fait avec les profs de français, les profs de maths aussi, qui peuvent vous aider à concevoir les textes des chansons qui seront incorporés dans les tracks que vous créez avec vos élèves. Voilà, c'est même en ce moment même. Encore hier, je travaillais avec un collègue de mathématiques pour faire une chanson sur la proportionnalité. Bravo. Et ça donne quoi ? C'est pas encore prêt. Si dans un sens tu multiplies, A dans l'autre, tu le divises. Avec moi 3. Si dans un sens tu multiplies, alors dans l'autre, tu le divises. Ça marche aussi. On va le faire chanter avec un peu de chance. Tout le collège retient et c'est bon pour la proportionnalité. Mais voyez, comme qu'on reprenne des cours de musique. Enfin, moi, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. On ne saura jamais autant le dire sur ce plateau. Pour vous, William, notamment, cette co-création, cette implication aussi de vos confrères et consoeurs enseignants et enseignantes, elle se fait autour de la création d'un jeu. Là aussi, l'idée, c'est de pouvoir utiliser de façon très pragmatique tous les savoirs qu'on a appris dans les autres matières pour pouvoir en faire un projet unique à part entière. Oui, exactement. C'est une pédagogie de projet, mais tournée autour de la création de jeux. Vu que les élèves ne savent pas vraiment ce qu'est un jeu vidéo, au-delà de l'image et des sons qu'ils peuvent en voir, on s'est lancé dans l'idée de leur faire créer des jeux. Donc j'ai initié le projet en tant que prof d'histoire-géographie, donc les premiers scénarios étaient très portés histoire-géo, mais
on se rend compte, en fait, quand on fait la liste de toutes les compétences qui sont mobilisées dans la création d'un jeu, que ce soit de la recherche documentaire, de l'écriture, de la numérisation dans le moteur de jeu notamment, en fait, toutes les disciplines y passent. Hein. Et il suffit de mobiliser un enseignant d'allemand ou d'espagnol pour pouvoir traduire le jeu ou faire autre chose. Ou même faire un jeu géolocalisé sur cette thématique-là dans une ville en Espagne ou en Allemagne par exemple. Dans le cadre d'un échange franco-allemand, c'est tout à fait possible. Donc en fait, c'est vraiment un projet qu'on essaie de faire en équipe. Et même quand on fait de l'analyse critique de jeux vidéo, on le fait aussi en équipe. Hein. L'expérimentation que j'ai faite sur Battlefield 1 et la Première Guerre mondiale, c'est né dans la salle des profs autour d'un café avec ma collègue de lettres qui rencontrait des soucis pour faire écrire des lettres de poilus à ses élèves. Hein. Donc voilà, on a créé ça autour d'un café, tout simplement. Kevin, pardon, la première des recettes, justement, pour pouvoir intégrer ces outils au parcours pédagogique à 360 degrés, c'est de se parler, tout simplement, entre enseignants et enseignantes, de partager. Moi, je vous dis une chose, il n'y a pas besoin d'avoir des élèves, pas besoin d'avoir des copies à corriger. Des fois, il suffit juste d'être dans une salle des profs une journée et on a fait une journée complète de travail. Vraiment. Je ne sais pas pour toi, William, mais pour moi, ça peut être ça, des fois. Juste faire des projets avec les collègues. Juste discuter avec les collègues. En vrai, on a l'impression, et l'image d'Épinal, c'est la salle des profs où les collègues ne font que raconter leurs petites péripéties et baver sur les perles qu'ils peuvent trouver dans les évals. Mais c'est un vrai lieu de rencontre, et c'est un vrai lieu où du coup peuvent naître des projets comme ceux-là. Et c'est pas pour rien que dans les établissements RED+, en fait, on donne du temps aux enseignants pour discuter. Et même dans le cadre d'expérimentations qui peuvent être menées dans les académies, ce qui ressort beaucoup, c'est des collègues qui préparent ces expérimentations ou qui y participent, c'est « Mon Dieu, j'ai pu discuter avec des collègues, on a fait des séquences à plusieurs, on s'est relus et on a pu faire quelque chose de calé. Et au finalement, on a gagné du temps. » Parce qu'on n'était pas chacun dans notre coup. Donc c'est un métier en fait qui est très solitaire, malheureusement. Ça permet également d'harmoniser les pratiques aussi, parce que très souvent, je veux dire, c'est pas parce qu'on est tous profs dans une salle des profs qu'on est tous d'accord, qu'on a tous notre manière de fonctionner, c'est très 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 varié. Moi, je parle en termes de prof d'éducation musicale, je suis très souvent le seul dans ma salle des profs à être le prof de musique. Donc de fait, oui, il y a il a parlé d'une solitude qui est là. Mais discuter, harmoniser les pratiques et donner du sens à ce qu'on fait, parce que l'objectif c'est les enfants, et donner du sens à ce qu'on fait, c'est très riche, c'est très foisonnant, c'est très agréable. La musique adoucit les mœurs et la pédagogie. Aussi, William, dernier mot avec vous. Un truc qu'on oublie, c'est que les élèves, ils vont de salle en salle, ils vont de cours en cours, donc ils font de l'histoire-géographie, puis après ils font de l'éducation musicale, et du français. Donc en fait, on a segmenté notre enseignement pour diverses raisons pratiques et tout ce qu'on veut. Et c'est pas ça qui est mal, c'est qu'en fait, on a créé des bulles. Et ils ont du mal à casser eux-mêmes ces bulles-là. Et on se rend compte en discutant avec les collègues que nous-mêmes, on a du mal à casser ces bulles. Et que même discuter avec le collègue d'à côté, en fait, on se rend compte qu'on travaille les mêmes compétences. Et faire de la recherche documentaire, le professeur documentaliste en fait, le prof d'histoire en fait, les profs de lettres en font, les profs d'éducation musicale en font aussi. Enfin, en fait, tout le monde en fait. Et on a chacun des méthodes différentes et je trouve que c'est une bonne manière aussi de montrer qu'il y a une collaboration et un petit décloisonnement à faire dans nos esprits en tant que prof et chez les élèves. Allez, je vais remployer un vocabulaire très Startup Nation compatible. On va briser les silos. Merci de l'avoir fait grâce à vous ici sur le plateau de l'École du Futur. Évidemment, cette conversation est loin d'être terminée. Vous serez à nouveau avec nous pour continuer à parler de la façon dont vous mettez les mains dans le cambouis de la technologie pour aider vos collégiens, vos collégiennes et aussi vos enseignants et enseignantes à mieux travailler sur ces projets pédagogiques. Merci infiniment, Kevin Faure. On retient vachement mieux les règles de la proportionnalité grâce à vous et grâce à votre dernière track. Je vous l'enverrai. Avec plaisir, évidemment. William, merci infiniment encore une fois d'avoir amené le jeu vidéo ici dans cette émission. Et merci, comme toujours, à Jeanne dont on kiffe les chroniques. On le saura désormais. Merci à tous. On se retrouve très vite sur le plateau d'ailleurs, de l'École du Futur.